the World Parkour Championship. Huge gainer over the cap. Yohan Zafir LaRue, the winner here at the World Parkour Championship. Parce qu'en bas, même une pièce de 2 euros, elle te fracture le crâne. Le trophée qui m'a touché le plus, c'est un trophée où j'étais même pas là pour le récupérer. La France, elle me représentait pas, Red Bull, ils voulaient pas de moi, ils ont pas voulu me filer la casquette. Pourtant, je suis passé par la fenêtre de leur directeur. Première aventure en tant qu'aventurier, c'était descendre à moins 600 mètres sous terre. What's up les boys, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est avec une légende vivante quand même, du freerun, parcours. Je sais pas comment tu veux qu'on dise ça. Mais en tout cas, bienvenue à toi, Yohan Leroux dans le podcast. Je te serre la main, enfin check, qu'est-ce que tu veux faire? On peut serrer la main. Bon serrage de paluche. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Mais écoute, je suis content de t'en recevoir dans le podcast, d'autant plus que tu as une grosse soirée quand même hier de tournage, tu t'es levé, là t'es venu. Voilà, tu faisais quoi du coup hier? Parce qu'en ce moment t'es partout. Moi je vois que t'as fait du parcours, champion du monde. Là tu rentres d'un mois, t'es parti dans le désert, on en parlera après. T'enchaînes les tournages. C'est quoi un peu ta vie en ce moment quoi? Parce que t'es partout quoi. C'est la vie d'un mec actif, Ouais, je suis fatigué, ouais. Ça se voit, j'ai des cernes qui tombent jusqu'au rotule là, donc... Non, après ça dépend, c'est le style de vie de Paris, hein, c'est une ville active. Paris c'est fatigant. Ouais, c'est la ville des Lumières, mais ils pensent pas à tous ceux qui vivent dans le noir aussi, tu vois, qui passent leur journée et leur nuit à travailler. Donc après, c'est ce qu'on a choisi, mais c'est vrai qu'on peut pas empêcher la fatigue, elle fait partie du game. Voilà. Et du coup, tu faisais quoi hier soir? T'étais dans ton âge, on peut le dire ou c'est un peu Ah ouais, secret? carrément. Non, en fait, hier soir, j'étais totalement en PLS comme les 2 derniers jours. En fait, j'ai rien foutu du tout. Si, j'ai geeké un peu sur la PlayStation, tu vois, mais en fait, ouais, je me suis mis les jambes en PLS parce que souvent sur des tournages, là, c'était pour un tournage pour une télé, je vais pas spoiler parce que ça va sortir, mais en gros, je devais faire une grosse journée de parcours. Et c'est vrai que pour les shots, en fait, ça va pas forcément être les tracés les plus directs ou ceux que tu vas pouvoir trouver, mais ceux qui sont les plus cadrables, tu vois, ceux qui sont plus beaux à l'image, voilà, beaux à l'image. Donc en fait, ça te donne des difficultés en plus. Et donc moi, je tryhard, puis au bout d'un moment, quand c'est de 10h à 18h, je commence à avoir à la fin de la journée les jambes qui fatiguent. Et le lendemain, je dois être face à un champion. Enfin, face à un champion, c'est un échange. Mais je vois très bien ce que c'est, disons que voilà, lui, je fais un échange et il est moins fatigué que moi. Il y a plus d'énergie sûrement, parce qu'en fonction de ton type d'énergie, que ce soit endurant ou alors dynamique, moi qui suis polyvalent, switcher de l'un à l'autre, ça devient compliqué quand j'ai pas le temps de retravailler un peu cette énergie pour switcher le mood, tu vois. Donc en fait, la deuxième journée, j'ai vraiment forcé sur les cuisses, je t'avoue. Et puis ça piquait, donc j'ai reposé le corps. Et avec le temps, en plus, tu m'étonnes. Mais avec le temps, justement, t'as appris aussi, je pense, un petit peu à l'endurance, mais bon... T'as aussi après les douleurs, j'imagine, même genoux, articulations. Je t'avoue que je suis un mec qui a pas de douleur, moi. J'ai pas de douleur, j'ai de la fatigue. Les courbatures, c'est douloureux. Mais je mets un peu plus de temps à me remettre. Après, c'est parce que t'as des périodes dans la vie où t'as un monstre d'énergie, en fait. Et puis, au bout d'un moment, t'enchaînes beaucoup de choses. Et quand les choses deviennent un peu récurrentes ou qu'il n'y a pas le même timing que toi, ça va te fatiguer plus vite. C'est pas toi qui gères un peu ta temporalité dans ce que tu fais. Parce que les tournages, par exemple, ils vont pas comprendre qu'il faudrait peut-être une journée ou 2 entre les 2 jours de tournage, parce que techniquement, ils montent des athlètes qui sont de très haut niveau. Donc ça veut dire le haut niveau, c'est que c'est une dépense énergétique qui, sur un court moment, ou même peut-être sur de l'endurance, ça va être extrêmement intense. Donc en fait, il faut laisser le temps de se reposer. Et bon, ça, c'est un truc que je leur ai dit, tu vois, il lance une émission aussi, donc c'est des trucs qu'ils vont apprendre au fur et à mesure. Et je crois que je suis le 2e épisode du truc, donc... Écoute, j'ai hâte de voir ça quand ça sortira, on peut pas trop spoil, mais... Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, par le passé, bon, c'est pas... c'est pas le même type, enfin, c'est pas cette émission-là, mais c'est vrai qu'on t'a vu souvent affronter, je pense notamment une vidéo où t'avais fait un parcours d'obstacles. Ouais. Tu vois, t'affrontes un champion, t'as aussi un peu cet ego de te dire, putain, j'ai pas envie de perdre, tu vois. Donc forcément, du coup, tu y vas à fond. Exact, on y va pas pour perdre, quoi. C'est une compétition, il faut être compétitif, ouais. Avec respect. S'il gagne, il gagne. Si je perds, je perds. Mais j'y vais à fond, à 100%, quoi. Et justement, est-ce qu'on peut déjà te représenter un petit peu aux gens qui nous écoutent? Parce que je pense, tu vois, comme Pierre qui est derrière la caméra, nous, ce qui est marrant, c'est qu'on en reparlait justement, mais nous, en fait, on t'a rencontré depuis longtemps. Sauf que tu vois, parfois, tu fais pas forcément le lien. Mais t'as eu forcément des vidéos de parcours. Moi, je t'ai vu dans des émissions... je pense que c'était sur Riding Zone, mais je crois que c'était un pompier. J'ai fait un truc, c'est ça, c'est contre un pompier, en fait. Donc c'est super... valorisant déjà de se confronter à un pompier, parce que les mecs s'entraînent à sauver des vies, moi je m'entraîne à sauver la mienne, et ensuite une fois que je suis fort, je peux me permettre peut-être, tu vois, de m'engager pour aider les gens.
Mais ça fait plaisir de se battre contre des héros, donc tu donnes à fond, tu vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, il a gagné et il l'a mérité, c'est sûr. Il a gagné parce qu'en plus, bon, il a gagné, il l'a mérité par rapport à ça, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, toi, t'avais une approche, c'est ça qui est intéressant, c'est il avait son approche du parcours, même si parfois t'as des franchissements d'obstacles, j'imagine, qui sont optimisés et du coup les deux le font. Mais à un moment, t'avais sauté, t'avais choisi du coup de faire un truc que tu savais faire. Du coup, t'avais essayé de sauter toi directement sur un pilier. Le pilier. T'avais glissé. Ouais, exact. Et lui, il avait pris peut-être la sécurité, ou en tout cas ce qu'il savait faire, il avait réussi. Et c'est ça qui est marrant au final. Et qui est intéressant, c'est que tu as deux personnes qui font une course d'obstacles, mais chacun avec leurs compétences vont arriver à finir le parcours et c'était trop cool. Bah, c'était un peu le lièvre contre la tortue. Là, j'étais le lièvre, parce que si le lièvre commet une erreur, pourtant c'est la course qu'il maîtrise. Mais s'il commet une erreur, la tortue peut le dépasser. Et en fait, moi, dans mon esprit, même si je suis compétitif, c'était la période où j'ai arrêté les compétitions, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Et puis tu arrives dans ce moment-là où tu n'as pas grand-chose à prouver, c'est pour vraiment partager les choses. Donc j'avais décidé de faire, parce que je savais que j'étais le plus rapide, je savais que j'étais fait pour ça. Et le pompier, même s'il est très doué, qui s'entraîne, il ne développe pas les mêmes techniques en fait. Ils ont des entraînements quand même assez spécifiques, même si le parcours au final vient des pompiers de Paris aussi. Mais ils sont pas, ils ont du matos quand ils s'entraînent. Nous, on cherche la légèreté. Et en fait, je me suis dit, je vais choisir un tracé et je vais le respecter. Si je fais une erreur, je ne me déplace pas, je ne continue pas tant que je n'ai pas franchi l'obstacle. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai raté mon saut, justement, qui était dans cette course fluide. Je suis revenu en arrière et j'ai recommencé 2 fois. Parce que pour moi, c'est normal de... j'étais pas dans une course contre lui. En général, c'est des compétitions où tu es en course contre toi-même et l'obstacle. Donc en fait, la vraie victoire, c'est d'avoir fait ce que j'avais eu envie de faire. Et quand je suis arrivé, le mec m'a tendu la main, il m'a aidé à monter sur le point final. Beau, d'ailleurs, et j'étais content, tu vois. C'est une forme d'entraide et il a respecté le fait que j'ai fait une erreur. Moi, j'ai respecté le fait qu'il a pris l'ascendant au moment où j'ai fait une erreur. Et puis, il a respecté le fait que moi, je ne lâche pas l'affaire, malgré qu'il y ait des caméras, malgré que ce soit une compétition. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai arrêté, parce que y a une différence entre ce qui se passe, et c'est bien si c'est bien retranscrit, et ce qu'on veut montrer en télévision. C'est un peu ça le truc. Mais justement, pour revenir toi à ton parcours, pour rapidement expliquer aux gens, comme je te disais, en fait, je pense que tout le monde, beaucoup de gens te connaissent, en tout cas dans le parcours, parce qu'on a tous vu des vidéos et tu as fait pas mal de feats aussi avec pas mal de personnes. Déjà, en fait, comment t'es tombé dans le parcours? Comment on tombe dans le parcours? Parce que tu vois, le parcours, c'est un sport que tu fais, de ce que je comprends initialement, dans la rue. Mais comment tu commences? Est-ce que tu commences tu sautes au début de muret en muret, après tu vas aller plus loin? Comment ça se passe un peu tes débuts là-dedans? En fait, c'est pas toi qui trouves le parcours ou le parcours qui se trouve. En fait, le parcours, c'est assez simple à comprendre. C'est pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu réapprends. On n'a rien inventé. Même si tu prends David Bell comme étant le fondateur du parcours, ou les Yamak, ou le mix des deux, Jackie Chan a quand même fait des déplacements dans le milieu urbain, il a mixé ça avec du kung-fu, t'avais Buster Keaton, t'avais plein de gens qui franchissaient déjà à l'époque. Donc en fait... le parcours, il est inscrit dans notre code génétique. On est des animaux, on est des primates. Le déplacement fait partie de notre survie. C'est juste qu'avec avec la société, le fait qu'on est dans l'aisance, qu'on est dans l'opulence, on en oublie nos instincts primaires et surtout nos capacités primaires. Le déplacement, c'est un instinct de survie. Le temps de réaction, ça permet d'aider les autres ou de s'aider soi-même. Bien sûr. Et tout ça, en fait, c'est pas quelque chose qui... Je dirais que la culture du parcours en elle-même, effectivement, elle est née de la rue, elle s'est structurée, elle s'est médiatisée, on l'a nommée. Et à partir de là, effectivement, c'est le moment où on a pu se réunir et avoir une compréhension. Voilà, on s'est mis dans un cadre, en tout cas, au moins philosophique et sportif, qu'on a pu comprendre ensemble. Donc, effectivement, on s'est spécialisé. Et puis même là-dedans, il y a plein de spécialisations, mais ça reste hyper ouvert. Aucune porte n'est jamais fermée. Donc, c'est un vrai apprentissage, en fait. Ouais, justement, ça qui est bien. Et en plus, le parcours, quand tu commences... moi, de ce que je vois, ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu tentes des choses, tu apprends des mouvements, parce qu'en fait, le but, c'est ça, c'est quoi? C'est se déplacer de façon la plus optimale possible, mais aussi de faire quelque chose qui soit beau. Après, on a vu que tu as fait aussi des compétitions, on a vu notamment, je pense, c'était en Grèce, non, il me semble. Ouais, exact. Où tu as fait la compète Red Bull. C'était en 2013. Plusieurs, hein. Plusieurs, ouais, t'as pas mal enchaîné. Mais putain, mais quand tu vois ça, mais c'est... En fait, on s'en rend pas compte, mais justement, comment tu arrives à un tel niveau de performance? Est-ce que du coup, tu tentes des choses tout seul? Est-ce que tu te fais coacher par quelqu'un? Ou est-ce que voilà, c'est toi, on va dire, qui te fait un peu tout seul Moi, quand je suis arrivé, j'ai la grande chance déjà de me trouver dans le triangle des Bermudes du parcours du freerun français. C'est-à-dire, moi, je viens de Saint-Michel-sur-Orge, dans le 91.
Et, Grosse dédicace. Voilà, ouais, petite dédicace au mec du 91, mais aussi aux autres, parce qu'au final, c'était entre Évry, Lys, Sarcelles. Oui. Et au final, c'est un peu là où les Yamas qui venaient, à côté de chez moi, ils venaient faire leur barbecue. On grimpait déjà avec les frérots sur des gymnases, on s'embrouillait déjà avec tout le monde, on courait. Donc il y avait une dynamique fallait être en mouvement, fallait être en mode survie, il fallait être efficace en fait. Et au fur et à mesure, je pense que comme beaucoup de gens, on a surtout cette médiatisation qui nous a rapprochés. Moi, je sais qu'à l'époque, il y a eu Stade 2, c'est le truc qu'on te ressort tout le temps. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'est la première fois qu'on avait médiatisé le parcours comme ça. Et en fait, on a tous eu la même idée. On a vu un panneau, la défense, avec une zone. On s'est tous retrouvés là-bas le lendemain. Et on s'est dit, putain, ouais, on a une communauté en fait. Donc à partir de là, on s'est mis à développer ça. Mais comment tu vis aussi le fait d'être mis en avant, tu vois, comme ça, par Stade 2 du jour au lendemain? Est-ce que ça change ta vie? Est-ce que fondamentalement non, tu continues à faire ce que tu faisais faire? Ou est-ce que le fait aussi d'avoir une autorité, je sais pas, t'agis un peu différemment, tu comprends que t'as une image qui se construit, peut-être que si demain tu veux, c'est con, mais espérer vivre de ce sport, le but c'est aussi de vivre, on va pas se mentir. Faut quand même que tu fasses attention à ce que tu fais. Comment tu l'as vécu un petit peu tout ça, cette mise en avant? Déjà dans Stade 2, c'était même pas moi, c'était les Yamak. Ouais. Donc ce qui fait que même eux, tu vois, ils ont dû apprendre à gérer leur médiatisation, ils ont dû savoir où est-ce qu'ils voulaient aller avec, est-ce qu'ils allaient en faire quelque chose ou le garder pour eux. Et au final, ils ont démocratisé quand même le délire. Donc je pense que chacun choisit un petit peu la direction dans laquelle il veut aller. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait à dire devenir fort pour être utile à quelque chose. Et c'est le mojo complet du parcours. C'est pour ça que c'est ancré dans mon code génétique aussi, c'est qu'il faut que je sois fort pour être utile. J'ai commencé quand j'étais plus petit à être vachement turbulent, vachement violent, c'était dur de me tenir. Et j'ai fait des trucs qui n'étaient pas très cool à des gens qui étaient plus faibles que moi, parce que je me suis laissé absorber par cette force en fait. Et puis plus tu gères ça, plus tu te dis, attends, la vraie force, c'est de se défendre. Enfin, c'est de défendre des faibles contre des forts. C'est quelque chose qui s'est ancré dans mon apprentissage. Et donc le parcours, il est venu, lui, naturellement à travers ça, puisque sa philosophie, c'était être fort pour être utile. C'était de perdurer dans le temps. C'était de transmettre des bonnes valeurs, tu vois, pour que quand on prend une décision, on se rend compte qu'il y a des tenants, des aboutissants, tu vois, et qu'il faut jauger la façon dont on comprend le monde, tu vois. On ne peut pas interagir avec le monde de manière violente automatiquement. Si on a une compréhension, on peut au minimum structurer cette colère. Et je pense que le parcours, c'est une expression corporelle. Je m'en suis servi pour exprimer de la rage. Je voulais devenir athlète professionnel. Je voulais, peu importe que ce soit de la boxe ou autre, de la motocross. Moi, mes inspirations, c'est Travis Pastrana, c'est Mohamed Ali, tu vois, c'est des gars comme ça. Donc, j'avais pas d'inspiration dans le parcours. Tout ce que j'avais, c'était des mecs de banlieue qui avaient fait des trucs cool à la télé. On a tous eu la même idée, on avait envie de bouger, d'exprimer ce qu'on avait exprimé. On s'est retrouvés, et puis là, on a commencé à monter des crews. Et une fois que je suis devenu assez fort, reconnu par la communauté, en fait, les gens, ça venait comme un cycle gravitationnel. Ouais. En fait, les gens se rapprochent de toi. Et au fur et à mesure, mon point de vue, il a changé. Je voulais professionnaliser les choses. Et quand j'allais dans les événements ou les jams, comme on dit, on se réunissait, en fait, il y a des gens qui apparaissaient en couleur dans mon prisme. Tout était noir et blanc. Je suis quelqu'un qui a le syndrome du super-héros, j'ai envie de sauver le monde. J'ai appris très vite que ça devenait très compliqué, mais il y a ces gens qui ressortent en couleur. Et de là, je me suis dit, c'est de ces gens-là dont il faut que je m'entoure. Et c'est devenu la French Freerun Family. C'est des gars que je voulais pour me soutenir, pour me professionnaliser justement tout ça et vivre de cette passion. Et les rêves, c'est pas évident à achever. C'est beaucoup de travail, c'est être bien entouré, c'est prendre le temps de comprendre ses erreurs. Et surtout de savoir qu'à un moment, il faut se renouveler, il faut laisser la place, il faut laisser des nouvelles idées arriver. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de ce que je vois, le parcours, c'est je dirais pas avant tout, mais je vais le dire comme ça, mais c'est pas forcément le bon terme, mais ce serait avant tout une philosophie de vie, en fait. Ouais, complètement. C'est ça qui est impressionnant. Est-ce que tu penses que, aussi peut-être le fait de voir, tu vois, tu montes sur les toits, tu vois peut-être des villes ou des choses que nous, on voit pas forcément, est-ce que tu penses que ça change ton regard aussi sur le monde ? Je pense que, si tu veux que je te dise la vérité, ouais, vas-y. Je pense que pour beaucoup, c'était juste un échappatoire, en fait. Okay. C'est-à-dire que changer ta vision, ton prisme, la façon dont tu perçois effectivement ton environnement, c'est super important, surtout quand tu te sens oppressé. Les toits, c'est venu tout simplement parce que moi, je viens de banlieue. Quand j'allais à Paris, moi, j'étais entouré d'énormes buildings, tu vois. J'étais dans les rues, mais je voyais pas l'horizon. Et moi, en banlieue, je voyais quand même l'horizon. Donc, en fait, quand tu as cette vision, même physique,
sur voir plus loin. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a au bout de l'horizon? C'est voir un futur. Et c'est ça, en fait, qui m'a manqué dans Paris. Et pourquoi j'ai pris de la hauteur? C'est parce que j'avais besoin de voir l'horizon. Quand je suis perdu, que je ne sais pas où aller, que j'ai l'impression d'être perdu, bah, je regarde l'horizon et d'un coup, je retrouve une direction parce que je me dis, en fait, peu importe où je vais, l'important, c'est que j'aille plus loin que ce que je vois, que je traverse cet horizon et ça me mènera forcément quelque part. Et c'est pour ça que je suis monté sur les toits, c'est une échappatoire. Tu as besoin de te remettre une vision plus large. Sinon, tu es oppressé, compressé, écrasé jusqu'à ce que tu imploses, en fait. C'est intéressant. Donc, en fait, tu montes pour justement te retrouver et peut-être aussi peut-être retrouver, peut-être te recentrer aussi sur ce pourquoi t'es fait, pourquoi t'es ici. Putain, c'est super intéressant. Mais tu sais qu'en plus, moi, j'ai plein de potes justement qui commencent un peu à monter sur les toits. Ouais, ça m'étonne pas. Tu vois, mais c'est fou. Et justement, ils me sortent un peu, tu sais, ce bien-être. Tu vois, Est-ce que ça devient addictif? Parce que moi, les gens qui viennent sur les toits, mais j'en ai un, Tony, que je salue. Putain, Tony, il est impressionnant, tu vois. Il a commencé à monter sur un petit toit, tu vois. Et la dernière fois, il a monté, c'était au Grand Palais. Ouais, je vois. Tu vois, il est monté au Grand Palais. Bon, forcément, les policiers ils ont commencé à les chasser, tu vois. mais c'est ça, en fait. Est-ce que tu deviens addict à ça? Est-ce que c'est quoi un peu le feeling que tu associerais à ça? Alors je dirais que c'est addictif parce qu'en fait la liberté est addictive. Oui. La liberté c'est quand même c'est la meilleure drogue du monde. Même pour la retrouver, il y en a qui prennent des drogues, tu vois, pour oublier tout et retrouver une certaine liberté. Même d'oublier, c'est de la liberté. Donc je pense que c'est quelque chose de nécessaire à chaque être humain. Et je pense qu'on est tellement, à l'heure actuelle sur Terre, on est tellement dans de la négativité et tout le monde se bat pour faire ressortir un petit peu ses droits et ses libertés que bah, c'est un art, un sport, une philosophie. C'est un défouloir dans lequel tu peux retrouver ton chemin dans cette liberté-là. Le fait de monter sur un toit, c'est prendre de la hauteur. Quand tu prends de la hauteur, tu as une vision justement plus large. D'ensemble, ouais. Donc tu relativises énormément sur ta vie. Attention par contre, parce que ça fait partie des libertés qui se gagnent potentiellement au prix de ta vie aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi intense. Donc c'est vrai que dans l'image qu'on te montre quand nous on est sur les toits, c'est une image qui a été travaillée, c'est une image qui a été tryhard en fait. On est mort tellement de fois avant d'y arriver, nous. Et c'est ça, quand je vois des gens, par exemple, qui montent sur les toits, la première chose que je me dis, c'est est-ce qu'ils ont appris la culture? Est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons? C'est quoi leur valeur? Qu'est-ce qu'ils vont laisser sur place? Et j'espère rien de négatif, parce que sinon, je vais les retrouver. Ouais, c'est assez facile de les griller. Ça va mal se passer. Mais tu prends, nous, on est toujours sur les toits, on en a fait des centaines et des centaines, et on a appris à avoir un dialogue avec les gens sur les toits. 50-50, t'en as un qui va t'engueuler, qui va pas vouloir comprendre ce que tu fais. Bon, tu t'en vas, tu le déranges pas. T'en as un qui va t'offrir un café, l'autre qui va t'engueuler, puis qu'après, tu discutes un peu avec lui, parce que t'as le dialogue, et qui va t'offrir un café aussi. Donc en fait, c'est toute une gestion. C'est entre l'illégalité qui frôle avec justement ce besoin de liberté. Donc quand moi je vois des photographes qui arrivent, qui emmènent leurs modèles sur les toits, qui vont faire les pom-pom girls là-haut, je me dis frère, t'es en train de mettre les gens en danger, fais pas ça. Moi je l'ai fait d'emmener des gens sur les toits, mais au moins je les sécurisais comme je devais. J'étais toujours au bon endroit, au bon moment. Le seul qui se jette pour attraper les trucs qui tombent des toits, c'est moi. Mais c'est moi qui glisse le long du toit jusqu'au rebord, parce qu'en bas, même une pièce de 2 €, elle te fracture le crâne. J'ai pas envie qu'un moldu il meure. Parce qu'un sgeg, il a cru qu'il était chez lui et qu'il n'a pas de fermeture éclair sur ses poches. Ce que tu viens de souligner, c'est un problème, je trouve, qui est pas que dans le parcours, hein, dans plein de choses. C'est que souvent, en fait, tu vois, toi, tu fais ta vie, tu kiffes, tu fais ton sport. Et tu as toujours un, tu sais, on va dire pas un nous, mais un débutant qui vient et il fait n'importe quoi. En fait, il te ruine tout ce que tu as construit, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il se ruine tout seul. Ouais, il peut même se tuer, quoi. C'est ça, le truc, c'est par inexpérience. Et surtout parce que si on y va pour les mauvaises raisons, on va aller trop vite, trop fort. Et j'en ai connu qui sont allés trop vite, trop fort. Ah, voilà, la sélection naturelle, elle a fait son taf. Mon taf à moi, c'est de les préparer à la sélection naturelle. À se dire, si je dois prendre un risque, je suis conscient que je dois le prendre tout seul sans engager la responsabilité ou la vie de quelqu'un d'autre. C'est ma responsabilité. Si je fais une connerie, c'est moi qui meurs, c'est pas les autres. Par contre, voilà, qui je laisse derrière moi, des gens qui vont avoir tout le reste de leur vie pour pleurer sur ma gueule parce que j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc je comprends ce besoin de liberté de notre... moi aussi, j'ai toujours eu ce côté un peu rebelle, j'ai toujours eu besoin d'exprimer un maximum de choses et la reconnaissance maintenant, c'est ce qui est important. On a besoin de faire des vues, on a besoin de se montrer fort. C'est beaucoup d'ego. Et ceux qui parlent le moins, c'est ceux qui font le plus. Fais ta vie, fais-la bien, et les gens te respecteront. Tu n'auras pas besoin de gueuler sur les toits. Moi, je faisais des vidéos YouTube, je savais pas trop comment me placer. Je voyais les youtubeurs ou les influenceurs qui marchaient, ils criaient comme des filles, ils étaient là, ouais, youpi, tu vois, un peu à la Lucas, à la Squeezie, tu vois. Moi, sa voix, elle m'horripile.
à Lucas. Pourtant, quand je l'ai rencontré, c'est un mec adorable. Ouais, Il mais parle j'imagine, doucement, il bien est sûr. cool, il est chill. Mais parce qu'il faut cette espèce d'image qu'on force dans notre domaine d'activité qui nous rémunère, à travers notre passion, c'est ça qui nous rémunère. On est obligé d'avoir une casquette, tu vois, qui est pour l'algorithme. Et puis surtout, on doit cacher des choses. On peut pas dire, bah voilà, je vais aller fumer une clope, je vais aller boire une bière, parce que ça se fait pas. C'est pas sûr. quelque chose que tu as envie de montrer comme image. Donc forcément, tu travailles une image, et les gamins, quand ils regardent ça, qui sont plus jeunes, bah eux, ils vont voir cette image-là. Ils vont pas voir de faiblesse. Et s'ils voient pas de faiblesse, quand eux, ils vont monter, ils vont croire qu'ils sont invincibles. Donc montrer les faiblesses, c'est important. Et on le fait pas dans la communication à l'heure actuelle. T'as raison, et c'est vrai que la communication, c'est. Tu montres souvent ce que tu veux montrer, ce qui est normal, et tu montres aussi ce qui va faire des vues. Est-ce que t'as déjà été confronté. Parce que j'imagine que déjà, avant de parler de ça, mais c'est une galère de filmer là-haut. Ouais. C'est un enfer. Comment tu t'y prends pour filmer sur les toits ou dans tout ce que tu fais? Bah, je me suis dit, on s'est dit, parce qu'on était plusieurs, même quand on a commencé au sol, le meilleur moyen d'être en sécurité avec une caméra, c'était pas de la tenir à la main. Tu as besoin de tes deux jambes, tu as besoin de tes deux mains, tu as besoin de voir où tu vas. Donc en fait, on a pris nos caméras d'action, les petites là, on a mis des élastiques à cheveux de meuf autour, et puis on mordait dedans. Oui, j'ai vu que tu faisais ça, ouais. Ouais, je mets un petit collier avec un lacet, comme ça, si je la lâche, ça tombe pas, tu vois, ça reste en collier. Et comme ça, on a nos deux mains de libre. On entend notre respiration, on respire très bien même quand on fait ça. Et c'est une technique qu'on a éprouvée depuis longtemps. Tout le monde croyait qu'on sautait avec nos téléphones à la main comme ça. Non, on réfléchit à l'efficacité, c'est le principe du mouvement. J'ai besoin d'être libre dans ma gestuelle et il ne faut pas que la caméra soit un poids, il faut qu'elle soit justement quelque chose qui... C'est comme si c'était mes yeux en fait. C'est pour ça que ce point de vue, il est hyper intense. Comment du coup t'arrives justement à... Tu commences, à... Tu montes sur les toits, à... Après carrément tu fais des compètes justement de parcours. Bah, les toits en fait... Déjà, moi, comme je disais, je venais de banlieue, donc j'avais 45 minutes de train pour aller sur Paris. Et mon pote Simon Noguera, que certains connaissent Ah, bien peut-être, sûr. il habitait à 30 minutes encore plus loin sur le RERC que moi. Ce qui fait qu'on était sur le même chemin. Donc, quand on s'est rencontrés, on a très vite... Tu vois, c'était un des gars que je voyais en couleur et pas en noir et blanc, tu vois. Donc, on s'est très vite entouré de bonnes personnes. Et en fait, pour aller... on en avait marre de taper le RER à chaque fois. On n'avait même pas assez d'argent, ça coûtait trop cher. Donc déjà on fraudait, donc on s'entraînait pour aller sur Paris, tu vois, fallait se faire courser par les mecs de la RATP, mais bon, ça n'a pas trop changé ça. Mais on s'est dit à un moment, ou Simon s'est dit en tout cas à un moment, et ça je respecte, puisqu'il m'a apporté une partie aussi de cette liberté en m'appropriant aussi tu vois, des territoires de manière différente. En fait, il avait fait quelques nuits où lui il dormait dans les cages d'ascenseur, enfin dans les machineries d'ascenseur, des trucs comme ça, ou alors en hamac, il posait sur les toits. Alors, je me suis dit, c'est une trop bonne idée. En plus, on est entre potes, donc viens, on rentre pas chez nous, on rentre pas en banlieue, on prend nos hamacs, on dort sur les toits de Paris, et comme ça, on est direct sur le spot. Le matin, on va à la boulangerie, on prend un jus d'orange, et puis on va s'entraîner. Et c'est comme ça qu'en fait, je pense que les toits, c'est juste, ça devient une partie de ta culture en fonction du contexte de ta vie. Moi, c'est pas moi qui suis allé chercher les toits, c'est les toits qui sont venus à moi parce que c'était une zone safe. Dans la rue, je peux pas dormir dans la rue, c'est dangereux, il y a trop de facteurs de danger. Par contre, sur les toits, le peu de facteurs de danger qu'il y a, c'est moi qui les connais et qui les maîtrise au fur et à mesure. Donc c'est un endroit où je pouvais me reposer. Et donc j'en ai fait avec Simon mon territoire. Et de là, je suis resté sur les toits de Paris pendant longtemps. Parce que Simon est notre petit prince des toits de Paris, c'est un sédentaire, Simon, il adore rester au même endroit. Donc Paris, c'est Paris tout le temps, quoi. Est-ce que tu te rappelles qui t'a emmené sur les toits la première fois? Est-ce que c'est toi tout seul? Ou est-ce que tu y allais avec un crew ou avec Simon À l'époque, non, j'y allais avec mon meilleur ami Christophe Picot. Ok. Parce que on s'entraînait ensemble, on faisait des arts martiaux, on bougeait, on faisait un peu de parcours et tout. Et donc on cherchait les hauteurs, tu vois. Quand tu regardais les Yamakasi à l'époque ou David Bell, ça grimpait sur les hauteurs parce que ça avait maîtrisé. Donc la hauteur faisait partie aussi des échelons à monter avec ton expérience. Donc nous, on a commencé par le gymnase de notre ville, comme maximum de gamins, tu vois, on était contents, on trouvait une fenêtre ouverte, c'était nos premiers urbex, on ramassait nos trésors, parce que, tu sais, il y avait les objets trouvés, tu sais, les petits bijoux, les trucs qui laissaient traîner, donc nous, on avait le tiroir, on prenait les trucs dedans, on se barrait comme des cambrioleurs de banque, en fait, pour des trucs de merde. Donc on se créait des films, en fait, on se créait des contextes dans lesquels on devait être efficace, on devait être silencieux, et c'était ça, nos premiers entraînements. Le fait de monter, c'était accéder. Donc en fait, quand je suis arrivé sur les toits de Paris, ça m'a paru naturel d'être en zone de protection que je connais, et en plus de maîtriser de plus en plus cet environnement-là, tout en puissant voir l'horizon. Bien sûr, faut que j'essaie d'aller sur les toits de Paris. Mais normal. Ça. Non mais j'ai compris, tu vois tout le monde m'appelle pour ça, toi. Non mais tu vois, mais par contre, moi je suis vraiment dans le truc de, par contre si j'y vais, je commence à comprendre la philosophie, je veux vraiment y aller dans l'esprit. Tu vois, je vais pas y arriver et foutre le bazar, parce qu'après je sais les répercussions que ça peut avoir sur vraiment ceux qui le font.
voilà, pour le sport, etc. Mais curieux en tout cas d'essayer un jour. Et justement, là, tu es sur les toits. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des compètes Red Bull. Comment tu passes du mec qui monte sur les toits, qui après finit à Red Bull, qui devient champion du monde? C'est quoi la transition qui s'est passée? Bah, en fait, c'était assez simple. Pour moi, c'est un art, une philosophie, un sport qui était quand même issu d'une vraie culture française. En fait, c'était un sport qui venait quand même de chez nous. Moi, j'ai ce côté, on va dire, patriote sur le liberté, égalité, fraternité. Moi, ça me parle. J'ai mes propres valeurs, tu vois. Donc, chacun les voit à sa sauce. Moi, les miennes, bah, ouais, c'est l'eau, le gaz, l'électricité, tu vois. Ouais. Tu vois le classique, c'est du banlieue 13. C'est-à-dire que j'avais besoin de représenter des valeurs parce que j'avais l'impression que si j'y allais pas, personne n'allait le faire pour nous. Donc, en fait, vu qu'il n'y avait aucun athlète français, ou alors, s'il y avait un Renoir à l'époque qui avait fait une première compétition à Londres, mais il habitait même pas en France, tu vois. Donc moi, j'avais envie d'un vrai représentant français qui arrive avec son drapeau, tu vois, qui représente, qui est fier Bien et sûr. tout. Et puis c'était un truc de nos rues en plus, tu vois. C'est un truc qui venait de banlieue, c'est un truc qui avait cette connotation de cambrioleur, tu vois, d'une mauvaise image. Donc je me suis dit, je vais donner l'image d'un athlète professionnel. Et en plus, c'était dans mes objectifs parce que je voulais devenir athlète professionnel. Que ce soit en roller, en rugby, en n'importe quoi, je voulais juste devenir athlète professionnel. Donc quand j'ai trouvé ça, bah, je me suis inscrit à la première compétition que j'ai vue. Mes vidéos marchaient déjà très bien, j'étais respecté dans la communauté, j'étais un pur et dur de l'entraînement, tu vois, à lever 5h du matin pendant qu'il neige, on grimpe sous des escaliers en métal, on se casse les doigts, dire ça bouge quoi. Et je me suis dit, bon bah j'y vais. J'envoie une de mes vidéos à un enfoiré d'ailleurs, hein. Un enfoiré de producteur et tout qu'on s'est fait plus tard, mais au moins il m'a mis le pied à l'étrier. Et là je suis arrivé à Trafalgar Square devant 7500 personnes pour faire du freerun et du parcours et je me suis dit... bah, c'est là qu'il faut que j'impose quelque chose. Donc j'ai fait, je crois que j'avais fini 12e et tout, un truc comme ça. Et franchement, j'étais content. C'était le début des mecs comme Pacha ou d'autres gars à l'époque, ils se roulaient par terre. On aurait dit des sweepers. Maintenant, c'est les mecs les plus créatifs du monde. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans ce milieu compétitif. Et en fait, c'est là que j'ai compris le business aussi. J'ai compris ce qu'il y avait derrière. Moi, je suis arrivé comme un athlète. Envoyez-moi partout, me payez pas, je m'en fous, je veux voyager à travers le monde. Ouais. Et j'ai commencé comme ça à écumer les compétitions à l'international. Il n'y en avait pas du tout en France. Il n'y avait pas de Red Bull. Enfin, les Red Bull sont arrivés, mais un petit peu après. Parce que ça, c'était Barclaycard, tu vois. C'est des marques de cartes bancaires ou je sais pas quoi qui sponsorisent des trucs, tu vois, pour faire leur com. Donc, ils utilisent l'image du parcours pour montrer un côté sportif. C'était un peu le greenwashing de l'époque, tu vois, pour le sport, avec le sport, tu vois. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé en compétition. Et je suis resté quasiment tout seul. Toute ma carrière. Et c'est fort, tu vois, moi j'aime bien ce truc de faut que j'y aille. Tu vois, tu sais, faut que j'y aille. Tu sais, je dois représenter. Ouais. Et après, bah forcément, tu t'arrives, oui, il y a du business, ça c'est normal. Classique. Tout le monde commence à le comprendre. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est ta mentalité de te dire, moi je veux être un sportif de haut niveau. Tu vois, Et pourquoi tu penses que tu as toujours eu ça en toi? Tu as eu des modèles qui ont été sportifs de haut niveau? Enfin, tu as eu des idoles, on en a parlé, mais des gens vraiment proches de toi. T'en avais? J'avais pas vraiment de sportif dans la famille, quoique je dis des conneries, parce qu'en fait j'ai une famille de rugby. Mon grand-père, j'ai découvert plus tard, c'était une espèce de resta du rugby, il accueillait justement toutes les grandes restas, il a transmis des bons trucs. Et mon père, lui, justement, bah, pareil, il a fait du rugby longtemps. Donc moi j'ai commencé par ce sport-là, et à un moment, je pouvais passer professionnel, mais je faisais du parcours en même temps. Et je voulais juste devenir athlète parce que je trouvais que c'était des valeurs sportives, c'est-à-dire utiliser la force et l'entraînement pour justement montrer du courage. Moi, c'est le mot un petit peu qui me représente, c'est ce courage-là. Donc en fait, se battre face à l'adversité, tu vois, représenter des valeurs, même si les gens les voient différemment, toi, pose ton image en fait. Ça va relayer à des gens, ils vont avoir peut-être envie, tu vois, de soutenir ça. Donc le fait de prendre cette image, de prendre cette charge sur le dos, et pourtant quand je suis arrivé en compétition, j'étais le vilain petit canard du parcours français en fait. Les gars me détestaient. Pourquoi ? Parce que j'avais pas de limite. J'étais bon dans ce que je faisais. Et personne devait me casser les couilles parce qu'il n'y avait pas de raison, je bougeais. Mais le fait que je me suis mis à bouger bien, ça faisait que les autres, ils commençaient à stagner et à regarder. Et en fait, quand tu arrives sur des événements, et ça arrive encore beaucoup trop maintenant, c'est-à-dire que quand des mecs qui sont un peu connus dans le milieu, tu t'assois, tu les regardes. C'est vrai ça. Et le problème, c'est qu'eux, ils se sentent seuls en fait, ils sont tout seuls. Donc quand là, tu as les Yamas qui arrivent et qui disent ouais, Johan, il est trop là, il est tout le temps là, il a l'impression de voir que lui, il se la pète beaucoup trop, il y a trop d'ego dans ce qu'il fait. Tu as l'impression que ta liberté d'expression, en fait, elle n'est pas du tout comprise parce qu'il n'y a pas de prisme.
Les mecs s'engueulent entre eux. Les Yamaha se sont engueulés à cause de moi. Hein. Ils étaient là. Yann, je me rappelle, il me défendait. À l'époque, tu avais Chaubel, qui est un mec un petit peu froid au début, mais qui est un vrai mec chaleureux au final quand tu le connais. Et tu vois, ça a créé des conflits un petit peu internes sur comment représenter l'image, en fait. Et quand je suis rentré en compétition, le parcours, c'était une philosophie de pompier. Limite, les mecs, c'était des sensei de la cité. Ils devaient être en lévitation, donc ils voulaient une bonne image. Bien sûr. Et quand je suis rentré en compétition, en fait, c'était pas dans la philosophie du parcours. Mais il fallait que quelqu'un défende ces valeurs-là à l'international. Donc moi, je me suis retourné, j'ai mis mon dos, je me suis pris les coups de batte de la communauté, mais j'ai quand même représenté à l'international les valeurs de ça. Et c'était un peu l'idée. Quand j'ai suivi ça jusqu'aux États-Unis, ils étaient où les Yamaha, il était où David Bell? Il n'y avait personne à ce moment-là. Pendant que sur les groupes Facebook, ça mettait si vous voulez être un bon traceur, soyez pas comme Yohan Leroux, PS, je viens d'avoir un gosse. Ah ouais, Je me dis, ça, les c'est gars. dur. Ouais, c'est dur. Donc en fait, tu prends sur toi parce que quand mon père il m'a dit un truc qui m'a touché, c'est que quand le monde est contre toi, c'est lâche. Mais quand toi, tu es contre le monde, c'est du courage. Et je me suis dit, si je dois représenter ma communauté et ses valeurs à elle, même si elle ne le comprend pas, je tendrai l'autre joue. Puis vas-y, frappe. De toute façon, à la fin, tu vas poser ta batte et tu vas parler. Parce que ça va être obligatoire, on va dans le même sens. C'est juste qu'ils n'avaient pas... ils voulaient tellement... Ils étaient tellement protecteurs avec cet art, parce qu'en fait, c'est un art de vie. Donc tu protèges avec toutes les valeurs que tu peux, ce truc-là. Et quand tu descends comme ça, quelqu'un sans essayer de le comprendre, forcément, il va prendre en carrure, il va prendre en énergie, il va se servir de ça pour avancer. Je suis allé jusqu'aux États-Unis, comme je disais. Je suis arrivé dans des salles de gym, des salles de fitness, où les mecs ils me parlaient de parcours. Il était là sur son petit podium, il était en collant tout net. Moi, je débarquais des rues de New York, j'avais de la poussière partout dégueulasse sur moi, j'avais du sang. Je dis, moi, j'ai saigné dans ta ville. Montre-moi tes mains. J'ai dit, montre-moi tes mains. J'étais en collant, t'as les mains propres, frère, t'es un pianiste, tu me parles de parcours, tu me parles d'un sport urbain, tu connais même pas tes rues. Et c'est à partir de là que je me suis dit que j'avais une vraie utilité, en fait. Et j'ai suivi le parcours aux États-Unis, je suis resté 2 ans là-bas. J'ai rencontré des mecs vraiment valeureux, des vrais guerriers, des mecs du freerun qui se sont faits tout seuls dans leur coin et qui sont arrivés, on est tous arrivés au même point. Mais quand on s'est retrouvés, on a compris qu'on avait quelque chose à défendre. C'est pour ça qu'ils sont encore là, qui montent des académies, qui font des fédés s'ils le veulent, qui essayent de défendre ces valeurs-là. Moi, je suis parti avec mes coups de batte de baseball et mes bleus, tu vois, continuer la bataille, mais à un endroit où les gens n'étaient même pas là. Va aux États-Unis faire le taf. Va aux États-Unis, David Bell faire le taf, tu vois. Allez-y à ma place, tu vois. Putain, mais la force de caractère que t'as, c'est... Il faut survivre, quoi. C'est un peu ça, quoi. Surtout quand tu aimes un milieu, tu te bats à fond, quoi. Mais ouais. Non, mais ce qui est fort, c'est que, tu vois, je pense pas que beaucoup de personnes auraient eu justement le courage de continuer à y aller quand tu te prends des coups de bâton de partout, mais... Est-ce que le fait qu'après t'aies été champion du monde, ça a un peu changé la donne ou ça a été encore pire, justement ? Je dirais non, parce que j'étais déjà respecté pour mon mouvement, ce qui fait que ça me mettait quand même une carapace. C'est-à-dire les gens avaient beau dire ce qu'ils voulaient dire, mon mouvement parlait par moi-même. J'ai dit, c'est de l'expression corporelle. J'étais suffisamment fort pour que les gars ils disent « Ouais, mais il est bon quand même. » Tu vois. Donc, même si t'aimes pas le gars, au moins t'aimes peut-être son mouvement. Tu vois, c'est comme un rappeur, ça se trouve, c'est un vrai connard dans la vie. Pourtant, son rap, il est bien, il a de bons lyrics, il transmet des bonnes choses, tu vois. Donc... Et en plus, j'étais dans cette période-là où il y avait une espèce de période de transition, justement, entre le parcours et le freerun. Parce que pour me mettre dans le contexte, le parcours, c'est être fort pour être utile, c'est quelque chose pour être efficace. Et le freerun, c'est plus le côté éponge, en fait. Tu absorbes un petit peu différentes cultures, différents points de vue, que ce soit de l'acrobatie, du b-boy. Tu peux vraiment absorber pas mal de trucs. Et tu avais un côté efficace et un côté freestyle. Et puis de là, moi, je suis dans ma petite banlieue, je commence à être un peu connu et je sais que David Bell m'avait invité, enfin l'agent de David Bell m'avait contacté à l'époque et il me dit David veut te rencontrer. Et j'ai dit non, il m'a dit est-ce que tu veux rencontrer David Bell ? Et moi, je lui ai répondu est-ce que David il a envie de me rencontrer moi, tu vois, parce que tu m'appelles, t'es son agent. Voilà, donc déjà je sentais un peu l'anguille sous roche, tu vois. Et bon, j'y vais, je le retrouve chez ses parents. En fait, il habitait encore chez ses parents à l'époque. Il avait un beau labrador doré, tu vois, ceux qui sont tout mignons là et tout. Et je monte dans sa chambre de gosse, et là, il était là sur son ordinateur. Je ne spoil pas toute la scène, je pense qu'on retrouvera ça dans des bouquins, des trucs comme ça, quand je serai un fossile, tu vois. Mais quand il me parle, il veut échanger sur le fait que le parcours, il doit être encore plus vaste, plus large, et qu'il faut quelqu'un pour mener un peu la barque, tu vois, l'image de tout ça. Et il me propose de représenter le parcours freestyle. Ça, c'est les termes qu'il m'a sortis. Et au final, c'est le freerunning qui est là à l'heure actuelle. Et en fait...
Bah, j'ai eu pas mal de petits soucis avec l'entourage de David Bell parce qu'il avait une team des Shintai à qui je dis bonjour parce que c'est des très bons frérots maintenant, mais qui étaient ce qu'on appelait des puristes à l'époque. Donc tu vois, ça défendait un peu. Moi, j'étais le vilain petit canard. Mais David, il m'avait laissé cette opportunité de pouvoir, justement, il a vu que j'allais au front, que je me prenais des coups. Puis à un moment, il s'est dit, bon, bah, c'est lui l'image, on va voir qui c'est ce gars, tu vois. Donc quand tu arrives, tu as cette image un peu de... Bah, tu vois un petit peu le mec qui est censé représenter le sport de liberté dans lequel tu es allé, dans lequel justement tu avais envie d'être utile. Donc en fait, il te rend utile en te disant ça. Et au final, je pense que ça s'est fait un peu... c'est devenu un peu évasif parce que son agent, il y a eu des problèmes, le frère de David Bell a eu des soucis aussi. Et il s'est passé pas mal de trucs dans leur vie. Et pendant ce temps-là, bah, il y a Sébastien Foucan, qui est le Renoir dans Casino Royale, qui saute entre les grues et tout là. Il faisait partie de l'équipe des Yamacs d'ailleurs. Qui lui en fait est parti en Angleterre et a importé le mot parcours, donc vraiment le côté un peu parcours. Mais pour le traduire en fait en Angleterre, il l'a appelé free running. Okay. Et de là c'est parti, tu vois, et le terme de parcours freestyle que je devais gérer est devenu le free running. Et de là, bah, Seb a super bien géré, il a pris cette communication sur lui. Bon, ça fait des petits clashs du genre, c'est quoi le parcours, c'est quoi le free running, c'est quoi l'art du déplacement des Yamacs. Déjà à l'époque, on était un peu scindés en 3 visions, mais tant mieux. Tu prends les arts martiaux, c'est parti d'une technique de respiration, et maintenant on a des écoles, des milliers d'écoles qui ont poussé partout, tu vois. C'est vrai. Donc, je dis en soit tant mieux, parce qu'on s'est éparpillé comme si on était Yggdrasil, tu vois, comme un grand arbre, mais au final on vient du même tronc, on vient de la même racine. Donc on s'y retrouve en fait au sommet. C'est magnifique, mais moi ce que je retiens de ton parcours surtout, c'est, au-delà de ce qu'on a dit, c'est tu t'es imposé parce que t'étais bon. En fait, tu t'es dit, moi je veux que les gens me connaissent et me respectent par mon niveau. C'est ça qui est fort, tu vois. Bah, j'avais pas le choix, ouais. Ouais. J'avais pas le choix parce qu'en plus j'étais un passionné. Il y a rien qui pouvait m'arrêter. Quand j'allais chercher mon meilleur ami, qui lui est quand même un mec déter, tu vois, il neigeait dehors. Je vais le chercher, je toque à sa porte, il fait moins je sais pas combien, je vais le chercher, je lui dis viens au training. Et là il dit non, je reste sur mon canapé, je sors pas. Bah, j'y allais tout seul. Quand il pleuvait, j'y allais tout seul. Quand il faisait beau, 40 degrés, j'y allais tout seul. Bien sûr, il m'accompagnait et j'ai eu des potes qui sont venus me soutenir et j'ai pris les gens proches de moi, mes amis. Et puis au fur et à mesure, quand tu développes les choses, tu te rends compte que travailler avec tes amis, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça peut créer du conflit. Donc en fait, je me suis très vite retrouvé à me dire que si je devais porter un truc sur mes épaules, j'allais le porter avec des épaules solides. Donc il fallait que je m'entraîne, donc il fallait que je sois bon et que j'ai aucune faille. Et en plus, j'avais une énergie de Super Saiyan, donc à cet âge-là, j'étais parti sur mon immortalité. J'avais envie de perdurer dans le temps. J'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. C'est génial. Et du coup, quand tu deviens champion du monde, à un moment on en parle un petit peu, en fait, pour toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as arrêté la compétition ? Pourquoi t'as pas continué justement à gagner des titres, voilà, tu te dis, écoute, tu sais, c'est cool, t'es champion du monde, tu gagnes, voilà, on voit que maintenant t'es au sommet de ton art. Pourquoi t'arrêtes la compète comme ça pour après faire autre chose ? Parce que j'ai compris quelque chose qui est intrinsèque à la compétition, c'est que, en fait, un champion, c'est éphémère. J'ai gagné aujourd'hui, mais la veille, j'aurais pu perdre, et le lendemain, j'aurais pu perdre aussi. Donc c'est éphémère, il faut s'en rappeler. À quoi ça sert, pareil, de gagner 5-6 fois le championnat du monde ? Tu veux faire quoi ? Dire aux gamins qu'ils n'ont aucune chance, qu'ils ne peuvent pas être là pour te dépasser, tu vois, que tu n'as pas de challenger aussi fort, que c'est toi le best. Tu es tout seul sur ta montagne, le tigre, là. Tu vas mourir vieux, décrépit et seul. Donc le mieux, c'est de laisser sa place. Moi, j'ai écumé les compétitions à l'international. La France, elle ne me représentait pas. Red Bull, ils ne voulaient pas de moi. Ils n'ont pas voulu me filer la casquette. Pourtant, je suis passé par la fenêtre de leur directeur. Juste parce que la porte n'était pas ouverte en bas et qu'ils étaient censés avoir un rendez-vous. T'es vraiment passé par la fenêtre Ouais. Non. En plus, il y avait une meuf qui était en bas. Il pleuvait. C'est quoi l'histoire ? Attends, je te la raconterai après. Vas-y. Je sais plus où j'en ai Pierre, il a écouté, il s'est dit attends, c'est quoi cette histoire de fou ? Ouais, excuse-moi, je te disais, la compète, t'es le tigre en haut de la. C'est ça, en fait, t'es tout seul sur ta montagne. Donc, moi, j'ai décidé qu'à un moment, ça servait plus à rien d'être dans la compétition parce que au début, j'y allais pour imposer un petit peu et pour travailler, en fait, tout simplement. C'est mon métier, donc je suis athlète pro, il faut que je fasse des performances. Mais gagner la même compétition, le même trophée, c'est plus valorisant du tout. Je sais que le trophée qui m'a touché le plus, c'est un trophée où j'étais même pas là pour le récupérer.
C'est quand je crois que j'avais fait 7 Red Bull, c'était le plus long enchaînement en finale de tous les Red Bull Art of Motion en parcours et en freerun. Et moi, je m'étais barré avec une meuf quelque part sur les toits de Grèce, tu vois. Incroyable. Et en fait, pendant la soirée, les gars, ils avaient demandé à Fab Red Bull, avait fabriqué un trophée pour me féliciter que j'étais le mec qui avait perduré le plus. Parce que je représentais le fait de perdurer, tu vois, sur une vraie ligne stable. Je me cassais pas la gueule, j'étais stable. Tu vois, je menais ma barque jusqu'au bout. Et puis à un moment, je me suis dit, je voyais Dimitri, le grec qui était là. J'étais aussi supporté que lui à l'époque. Il a 18 ans, et je l'ai vu à 17 ans, il voulait rentrer en compétition dans Red Bull. Je lui ai dit, entraîne-toi, vas-y à fond et déglingue le game. Maintenant, il est là, il a même joué là un peu la resta, tu vois, il a besoin de s'affirmer et de représenter la Grèce. Il l'a très bien fait. Pacha l'a fait aussi. Tous ces underdogs qui étaient là, je les ai connus, ils avaient 16 ans en fait. Donc moi, quand j'étais là, je montrais qu'il fallait perdurer. Mon pote Jason Paul, qui lui, quand il me regarde, bon, il a athlète Red Bull depuis quelques années, il sait que je suis un mec safe. Si je me casse la gueule, c'est lui qui a les mains moites, tu vois. Donc tu avais toujours ce rapport compétitif qui était assez... qui était très personnel et que tu partageais avec les gens et tu avais envie de transmettre les choses. Donc la compétition, ouais. Mais pourquoi faire ? Arrête de jouer les grands maîtres, reste un élève et surtout transmets quelque chose. L'idée, c'est que ton élève, il soit pas toi. Ça doit pas être un deuxième Johan Leroux, le gamin. Ça doit être le premier lui-même, tu vois. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Je veux pas être le second Tom Cruise Souvent, on l'oublie, ça. ou le je sais pas quoi. Je veux être le premier moi-même, en fait. Donc laisse la place aussi. Comme quand Simon, il voulait les rênes de la French Freerun Family parce qu'il avait envie de porter ça sur ses épaules. Il voulait me manager, il voulait gérer des athlètes. Il voulait être meilleur que moi. Il m'a mis face à mes erreurs. Mais moi, j'avais mes limites, en fait. À un moment, moi, je peux pas tout faire. Donc, il a pris la charge. J'étais très content que ça se passe comme ça. Le mec s'est battu pour l'avoir, tu vois. Il a fait le taf pour le faire. Pensez à lui. Je suis devenu aventurier entre-temps. Je peux partir et continuer à franchir mes obstacles, tu vois. Attends, quand même, on va y venir. Mais j'adore ta façon de voir les choses. C'est pour ça que j'étais content de t'avoir dans le podcast. De toute façon, moi, j'ai pas de... On a parlé un peu avant, on s'est appelé. Moi, je dis, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, tu vois, l'échange, il est vraiment, vraiment super intéressant. Mais c'est bien, parce que même le fait de te dire... tu veux pas créer un autre toi, t'as raison. C'est vrai que souvent, on l'oublie. On veut... tu vois, dans plein de sports, on veut créer le prochain. Non, on a créé chacun son histoire. Créer ton Quentin Lissard, créer ton Pierre Alexander, tu vois, créer ton Johan Leroux. Et c'est ça qui est beau. Avant de parler justement du Johan aventurier, Ouais. Raconte-nous l'histoire quand même. Avec Red Bull, il s'est passé quoi ? Pourquoi la porte a été fermée en bas ? Bah en fait, quand je suis allé voir Red Bull France à l'époque, déjà j'étais allé voir Monster Energy aussi parce que je voulais jouer sur la concurrence. Monster venait de s'installer en proche banlieue, tu vois. Et j'ai un rendez-vous avec Red Bull. Alors des fois je passais parce que moi je suis un mec sympa, donc dès que je rencontre des gens, je passe, je dis bonur, je viens boire un mec civilisé, un verre, une canette, tu vois, je suis un mec ouais. civilisé. Ouais. Et là j'avais rendez-vous justement chez Red Bull France pour, je sais plus pourquoi, pour échanger sur pareil, le parcours, le freerun et tout. Et en fait, je vois, il n'y a pas de secrétaire au truc, c'est des grandes portes et tout. Et il y a une meuf qui attend pour un rendez-vous aussi, donc on parle un petit peu, puis il se met à pleuvoir. Et je me dis, il se fout de ma gueule là. Et je me dis, je vais aller ouvrir pour elle en plus, parce que je me dis, bon, même moi je peux rester dehors, mais là je suis pas tout seul, il y a quelqu'un. Je regarde le balcon, je me dis, je vais grimper jusqu'à là-haut, je vais aller toquer à la fenêtre pour que quelqu'un il nous ouvre. Ouais. Donc je grimpe la façade de Red Bull. J'arrive, je toque à la fenêtre, et là, t'as le big boss qui me regarde comme ça, tu vois, parce que je sais pas que c'est le big boss, moi, tu vois. Et donc, il ouvre sa double porte vitrée et tout. Il me dit bonjour, qu'est-ce que vous faites là ? Je lui explique, je lui dis, j'ai rendez-vous, et là, on est en train d'attendre sous la folotte, là. Il y a personne au secrétariat de votre truc en bas. Donc, il s'excuse, il me dit, vas-y, rentre. Et puis, ça s'est bien passé quand même. J'ai fait mon petit rendez-vous. Je me suis dit, je repasserai qu'une bouteille de champagne la prochaine fois. Et il me dit, ouais, mais pas par la fenêtre. J'imagine la tête du mec quand il te voit à la fenêtre, il a pas dû comprendre. Je pense que c'était assez atypique, tu vois, au final. Ouais, je m'étonne. Mais bon, voilà, être fort pour être utile. Peu importe qui t'es, si t'es Macron, si tu laisses pas quelqu'un dehors comme ça, je toque à ta fenêtre. C'est du respect. C'est du respect, je suis d'accord. Le respect se perd de plus en plus, ce qui est bien dommage. J'ai plein de petites histoires comme ça, t'inquiète. Pour venir du coup sur le Johan aventurier. Ouais, si tu veux. En fait, comment tu t'es dit, ok, là maintenant la compète c'est fini. En fait, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit maintenant qu'est-ce que je fais ? Ou pour toi l'aventure c'était une évidence au travers du parcours que tu as... Enfin, du parcours, c'est marrant, mais au travers du parcours de ton chemin que tu avais eu avant. En fait, je voulais devenir athlète pro, comme je te l'ai dit. Ouais. Et j'ai atteint ce sommet-là. Je suis devenu athlète professionnel. J'étais reconnu, j'étais payé, j'étais un des rares athlètes à avoir des sponsors qui te suivaient à l'année à l'époque. Payé, c'est ça. En plus, je suis payé, donc pendant 7 ans, tu reçois 500 balles par mois, t'es content, tu vois. Bien sûr. T'es là, bon, c'est pas énorme, hein, tu manges quand même des nouilles de temps en temps, tu vois, même si tu pars dans d'autres pays et que tu voyages à l'international.
Et en fait, quand je suis arrivé à ce point de rupture, parce que c'est des points de rupture, en fait, tu fais des pics, puis à un moment, il faut bien continuer ton chemin. Et en fait, je suis revenu à quelque chose que je kiffais, c'était la curiosité. C'est ça qui m'a mené toujours à fond un petit peu partout. Et la curiosité, c'était l'exploration. Et je me suis dit, maintenant que je maîtrise le déplacement dans l'urbain, je vais commencer à explorer de plus en plus. Donc je suis passé de la rue au toit et au sous-sol parisien, et j'ai commencé à voir la ville en 3 dimensions, tu vois, avec vraiment toute son intensité. Et de là, je suis devenu explorateur urbain. C'est-à-dire que le parcours était ce qui me rémunérait, mais l'exploration urbaine, elle aussi, elle me rémunérait, parce qu'en fait, en fonction d'emmener des télés sur les toits, de faire des reportages, etc., pour France 2, France 3, toutes les télés du monde, là, sur les toits, c'était moi qui explorais, qui trouvais des toits, qui essayait de voir s'il n'y avait pas de soucis, et puis on allait là-haut, et puis on faisait nos interviews. Et pareil pour les sous-sols, quand, avec une hauteur mitigée, tu vois, quand même, sur ce qu'on montre. Et de là, je suis devenu explorateur urbain professionnel. Ok. Puis de fil en aiguille, j'ai voulu aller explorer plus loin. La ville, elle est devenue oppressante, tu vois. Là, ce matin, je me suis couché à 5h du matin, je me suis réveillé à 7h par des chantiers, tu vois, au-dessus de ma gueule, parce que Paris, c'est un chantier. Ouais, Paris, c'est un Donc chantier, en fait, je me suis dit, il me faut du calme. Il faut que j'aille plus loin que la ville. Et déjà, je voyageais dans le monde entier, dans plein de pays, j'avais envie de découvrir la nature. Parce que premièrement, c'est un des plus gros obstacles contre lequel tu te bats en tant qu'animal. Tu vois, il faut te faire respecter, il faut être territorial, il faut comprendre, c'est pas une bataille, c'est un échange, c'est elle qui te laisse passer. Mais si tu n'as pas les clés de compréhension, tu vas nulle part. Donc je me suis dit, ça, c'est un nouveau challenge pour moi. Et d'athlète professionnel de parcours et de freerun, je suis passé à explorateur urbain, et ensuite je suis devenu aventurier. Mais ça doit faire 3 ans maintenant. C'est génial. Donc, je suis un jeune aventurier, quoi. C'est magnifique. Et comment, du coup, c'était quoi ta première aventure en tant qu'aventurier? Je veux tout savoir. Si tu veux tout savoir, ma première aventure en tant qu'aventurier, c'était descendre à moins 600 mètres sous terre. Ouais, je sais. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était de lier. Ce que j'aime bien, c'est cette histoire de lien. Je voulais transporter les gens. En fait, je voudrais être dans ma vie un conteur. J'aime conter des histoires, tu vois, des trucs qui vont être un petit peu créés, ou alors directement des réalités de vécu. Et pour ça, je me suis dit, Banco, vas-y, je vais compter ça. Mais pour compter quelque chose, il faut vivre quelque chose. Et je suis créatif, je peux t'emmener dans des univers idylliques, tu vois, et je sais pas, faire des mangas, des trucs, tu vois, je peux me lancer un peu dans la fantaisie. Mais par contre, dans la réalité, j'avais besoin de vivre les choses, parce que à un moment, quand t'es chez toi, t'as le marteau-piqueur dans la gueule. Même ma copine, elle me jette dehors, tu vois. Elle me dit, là, t'es en saturation. T'arrives plus à trouver la lumière au bout du tunnel, là. Donc en fait, elle me pousse vers la lumière, elle me met un gros chassé dans le dos, tu vois, avec mon sac à dos, et elle me dit, vas-y, pars risquer ta vie, en gros, quoi. Mais parce qu'elle est consciente de ça. Ouais, bien sûr. Elle est consciente que si je risque pas ma vie, je la vivrai pas. Enfin, je vis pas une vie qui est bénéfique pour moi. Donc là, je me dis, vas-y, je connais bien les catacombes, j'ai exploré une grosse partie du réseau central, c'est 300 km de galeries, je n'ai pas tout fait évidemment, mais j'ai besoin de lier les univers, je vais lier la ville et la nature. Et de là, je me dis, je vais aller faire un truc où je descends dans les catacombes, avec une façon de compter les choses, c'est pour ça que ça s'appelle Conteur d'Histoire d'ailleurs, cette série. Oui, ouais. Et ensuite, je transvase en disant, qu'est-ce qu'il y a de plus bas que l'enfer, tu vois. Bon, les catacombes, ça a cette représentation de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a plus bas que l'enfer? C'est de redescendre au centre de la Terre, de revenir à cette terre-mère, tu vois, et de te dire, voilà, c'est là d'où on vient. On vient pas de ce cimetière, on vient de beaucoup plus profondément dans le cœur de la Terre. C'est de là d'où on est venu. Donc je veux y retourner, et je veux sentir que la sécurité, c'est plus moi qui gère. S'il y a un bloc de 5000 tonnes qui me tombe sur la gueule, je pourrais rien y faire. C'est la Terre qui a décidé pour moi. C'est génial. Parce que du coup, 600 mètres, on est d'accord que 600 mètres, t'es dans les catacombes, t'es pas en dessous encore. Non, les catacombes, je crois que c'est 35 mètres, si je dis pas de conneries, maximum. Il y a 2 étages. Donc, normalement, dans la spéléo, en fait, parce que j'ai appris, ils descendent dans des strates qui sont pas si basses que ça, entre moins 35 mètres, un truc comme ça. Parce que c'est là où tu as les strates minérales, en fait. Toute la minéralogie, tout ce qui est joli à voir et à étudier, c'est là. Quand tu descends plus profondément, tout commence à se ressembler. Donc tu as des choses évidemment qui sont assez uniques quand tu es très très profond sous le sol, mais c'est pas utile de descendre à moins 600 mètres. Et comment tu vas à moins 600 mètres? En fait, j'avais rencontré grâce à un sponsor un gars qui était secouriste en milieu extrême, et qui s'appelle Kylian Moni, et qui est un très bon alpiniste. C'est vraiment pour moi, c'est une des futures légendes cachées, tu vois. On le ressortira que dans des années, quand on aura fini de parler d'Inoxtag, tu vois. C'est le genre de mec, il a
il pose les couilles sur la table. Il te dit, tu veux faire ça ? Je sais que tu vois t'as de l'expérience, tu vas dans les catacombes, t'as quand même un background de sportif et tout. Moi, je peux t'emmener à moins 600 mètres. Donc là, c'est comme quand on est en parcours, qu'on est sur un immeuble, qu'on se fait le contrat de confiance où on se tient. L'autre me lâche pas, je te lâche pas, tu vois. Donc je descends avec une équipe, il y a mon cadreur, avec un mec qui faisait du canyoning, je sais plus quoi, qui le sécurisait. Je me rappelle plus de son nom, Clément, je crois. Et Kylian. Et Kylian, on descend, il me dit, écoute, les voiles là, elles sont équipées par les mecs du Terre-Terre. C'est une galerie qui est encore en train d'être explorée. Donc les premiers qui sont passés, c'est les premiers points là que tu vois, c'est eux qui les ont posés. Ok. Moi, je fais mes bails là-dedans, je descends, faut jouer la caméra. Donc en plus, ce qu'on voit pas, c'est que mon cadreur, lui, il prend des risques, tu vois. Il va en avance, il va en avance sur moi, tu vois. Il va en avance sur les trucs. Et en fait, c'est faux ce que je te raconte en plus, parce que c'est pas les moins 600 mètres, c'était la cascade de glace que j'ai fait en premier. J'ai monté une cascade de glace parce que je voyais j'étais en hiver, je voyais une façade parisienne et je me suis dit une façade gelée. Et là, ça m'a mené à une cascade de glace. Ah, je sais, C'est incroyable, vas-y, mais raconte ce que tu veux. Ouais, en fait, c'est ça la première aventure. Okay. Et de là, justement, je me suis dit, ok, j'ai fait face à ce mur de glace, tu vois. Mais ça, je spoilerai pas, je laisserai voir un petit peu ces vidéos-là. Et pour en revenir au moins 600 mètres sous terre, c'était quelque chose d'ultra intense parce qu'en fait, j'avais jamais vécu une obscurité comme ça dans ma vie. Tu m'étonnes ce que je veux dire, même avec les ténèbres que j'ai pu vivre et des choses un peu faciles ou dures, tu vois, j'arrive à jauger l'endroit où il y a quand même de la lumière. Là, il n'y avait rien. C'était un noir complet. Tu pouvais mettre des villes en fait dans le gouffre dans lequel je suis descendu. À un moment, il y a 130 mètres de vide. Tu as le halo de ta lumière, c'est le seul truc, tu vois, comme dans les jeux vidéo d'horreur que tu vois. Wow. Et en fait, quand tu tournes ta tête pour regarder, parce que tu as de la lumière, donc tu regardes derrière toi, tu veux voir quelque chose, tu veux voir le mur d'en face. Ma lumière, elle perçait même pas les ténèbres, tellement ils étaient intenses. Comme si tu vois, les particules se faisaient avaler par l'obscurité. Et excuse-moi pour le micro. Non, c'est pas. J'ai fait la bêtise. T'as fait la bêtise. Et donc, en gros, de là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une peur viscérale. Celle qui est primaire, celle de l'inconnu. Celle qui, justement, m'attire aussi et égaye ma curiosité. Celle contre laquelle je me dis, si la seule chose que j'ai, c'est ce halo de lumière, alors ce sera. Et je traverserai les ténèbres comme ça. Et j'ai fait mes erreurs à un moment, parce que mon pote, il m'arrive une situation, c'est-à-dire que je suis un grimpeur, je descends, je viens d'apprendre déjà en 30 minutes comment on descend, je sais même pas remonter, tu vois. Ça, c'est une folie. Je sais même pas remonter, mais bon, je suis avec un mec qui dit, je lui dis là, ça va, il me fait ouais, c'est béton. Mais parce que lui, c'est un pur et dur du truc, c'est béton. Déjà, il descendait avec 2 bouteilles d'oxygène chargées, blindées, avec du carbone autour, parce que c'est sous je sais pas combien de bars, tu vois, parce qu'il descendait ça pour les spéléo-plongeurs plus bas, tu vois, à moins 600 mètres. Un autre de ses potes qui descend en t-shirt, short, du sommet jusqu'à moins 600 mètres. Moi, quand je suis en haut, j'ai ma petite tenue de spéléo toute neuve et tout. Je vois un vieux qui débarque comme ça. Sa tenue, elle est éclatée. Il est avec sa femme, elle est éclatée. Et il me dit, ah, nouvelle tenue. Et je lui fais, ouais, l'ancienne, elle était morte. Tu vois. J'ai mytho de ouf. J'ai jamais eu de deuxième tenue. Je pouvais pas, j'avais pas de charisme. Je suis arrivé, j'avais aucun truc. Et donc, à un moment, on est à moins 400 mètres, un truc comme ça. Et là, tu as un puits, justement, de 130 mètres. Et normalement, tu accroches 2 longes. Donc, tu as 2 cordes avec des mousquetons et tu as une 3e qui, en fait, c'est ton chemin. Et à chaque fois, tu te décroches, tu te raccroches, tu descends. Et à un moment, je dis, je vais accrocher qu'un seul mousqueton. Et en fait, c'est un mur qui partait un petit peu en angle comme ça. Et j'ai dit, je vais taper un peu la grimpe pour m'amuser, tu vois. Alors, sachant que j'ai mon sac de spéléo, qui pèse déjà un peu lourd. Et qu'en plus de ça, parce que je suis teubé, j'ai pris le sac de mon cadreur avec tout le matos dedans parce que je voulais l'aider, tu vois. Et il galérait, tu vois. C'était sa première fois. Déjà, j'ai appelé 3 fois. Et j'ai dû lui filer 2000 balles pour qu'il se motive, tu vois. J'ai payé une partie de sa vie, je me suis dit. Je prends le matos. Et à un moment, j'arrive sur l'angle du mur, il y a de l'humidité, mon pied glisse. Là, je me retrouve à valser dans le vide avec une corde, un mousqueton accroché sur une corde où je fais un pendulaire dans le vide. Et là, je me dis, c'est la merde, j'ai 2 sacs méga lourds, il faut que je protège le sac, tu vois, de caméra. Et là, j'ai mon halo de lumière, donc premier réflexe, je mets ma tête entre mes jambes parce que je me dis, s'il y a une chose que je sais faire, c'est amortir. Peu importe comment le sol il arrive. En face, en haut, à droite, à gauche, si je vois le sol, je peux amortir. Et donc là, je suis en train de faire le tour comme ça, à pleine vitesse. Le mousqueton, il fait c'est sur la corde. Et là, je commence à voir la pierre qui se rapproche. Bam, j'amortis. Le sac tape un tout petit peu, tu vois. Mais au moins, je suis safe. Je raconte vite fait que j'ai fait une erreur à mon pote. Je crois qu'il ne s'est pas imaginé ce que j'ai vécu, tu vois, parce qu'il n'a pas vu, tu vois.
Et je dis ça à Kiki et il me fait putain, t'as du bol parce que en fait, les pas de vis à l'intérieur du mur, ils sont grands comme 3 cm, enfin 3 mm ou je sais pas quoi là. C'est tout petit. Ce qu'il y a dans le mur pour tenir la corde, tu vois. Oh, putain. Et moi, j'ai 2 sacs de spéléo énormes et je me fais des. Mais en plus, avec la, Je me fais avec la des- vitesse, tu m'étonnes. Et avec la vitesse, ouais. Et tu te dis, et là, en fait, quand tu vois ta corde qui est tendue, le mousqueton qui fait zzzz sur le truc, tu pries pour que le mousqueton, il lâche pas. Et heureusement, j'ai appris plus tard que les mousquetons, ça va, ça lâche pas. Et tu vois, il m'arrive des trucs comme ça et je fais mes erreurs. Et pourtant, on arrive à moins 600 mètres, on reste 3 jours en bas. Et là, je découvre un univers où, effectivement, j'ai aucune incidence. Et quand j'arrive en bas, moi qui croyais que j'avais entendu le pire, bah, je rencontre les spéléoplongeurs. Et c'est des mecs qui, eux, te descendent des crêpes, ils reviennent le soir, parce que tu ne te rends même pas compte du temps qui passe. Et ils arrivent, ils ont leur bouteille, ils viennent de finir, et ils te racontent des histoires comme autour du feu, tu vois, on fait un petit feu, on se réchauffe, et ils te disent, bah nous, on a eu un pote à un moment, tu vois, ils t'expliquent les techniques, quand tu descends dans un siphon, en fait, c'est un trou donc avec de l'eau, et tu as comme une petite plage qui descend à l'intérieur. Et avant de partir dans la galerie, avec la main, ils font un petit peu de courant comme ça pour regarder si le sable redescend sur place Ok. ou s'il redescend à cause du courant à l'intérieur du siphon. Parce que si ça arrive et que tu mets un coup de palme trop fort, en fait, ça fait avalanche et ça bouche l'entrée du siphon. Et là, tu te retrouves bloqué. Et c'est ce qui arrive à un de leurs potes. Donc le mec, ils m'ont expliqué, il a gratté jusqu'à ses os, tu vois, pour essayer de sortir. Et au final, il a ouvert les vannes à fond et il est parti dans un monde meilleur, quoi. Et il me dit, des fois on passe devant lui. Tu passes devant ton pote qui est mort là, avec ses doigts à travers les gants, tu voyais les os, quoi. Putain, c'est fou. Et il te raconte des histoires comme ça. Et puis après, toi, ça fait 30 minutes, tu sais toujours pas remonter, mais t'as descendu, on te l'a appris en 30 minutes. Et le mec, il te dit, si tu veux venir faire de la spéléo plongée. Tu m'étonnes. Là, Tu dis l'as non. fait du coup? Non, je dis non. Je dis non parce que, Attends quand même. parce que prendre un risque, c'est aussi être conscient Ouais. du danger, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc là, je dis déjà, j'ai poussé fort. Déjà, je sais même pas remonter. Alors que c'est un truc, déjà, je ne vais nulle part si je suis pas capable de descendre. Là, je savais même pas remonter. C'est 600 mètres, c'est 2 tours Eiffel à faire. Donc, quand la tour Eiffel, on me dit de la faire, je dis non, je l'ai pas fait, c'est une échelle en fait le truc. Elle va descendre à moins 600 mètres, toi déjà. T'imagines? C'est pas une échelle avec des barreaux, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais quand tu vis ça, est-ce que tu te sens pas vivant? Bah en fait, tu relativises et tu te rappelles du pourquoi tu es là. C'est pour ça qu'il faut y aller avec des bonnes valeurs ou le fait de vouloir montrer quelque chose ou que ça t'apporte quelque chose aussi en fait. Donc moi je l'ai vécu comme une renaissance. Dès que je suis ressorti, voilà, j'ai repopé à la surface comme un nouvel œuf et puis là bah, j'étais plus le vilain petit canard, j'étais devenu quelque chose tu vois, qui avait évolué. J'étais sorti un peu de ma chrysalide et j'avais fait des sommets jusqu'aux profondeurs de la terre. Donc à partir de là, bah, j'ai décidé de suivre en fait... ouais, c'est ça, ce feeling que je ressens à chaque fin d'aventure. C'est une fois que j'ai atteint mon but, qu'est-ce que je ressens? Et ça me dirige vers là où tu veux être. Donc au final, mon 600 mètres sous terre, je me suis dit maintenant j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de voir l'horizon, j'ai besoin de rien. Du coup, le désert. Du coup, le désert. Attends, juste pour revenir juste 30 secondes sur le moins 600 mètres. Parce qu'on est d'accord qu'en bas, en fait, t'as que tes lumières, que t'as toi, du coup, on est d'accord. Mhm. Sinon, c'est le noir. Ouais. Mais comment, du coup, tu vis sans avoir la notion du temps? Parce que l'être humain, il ne vit pas ça au quotidien. Tu sais, Ouais. t'as le soleil, t'as la lune, enfin, Mhm. tu sais, ça fait un cycle. Mhm. Quand t'es en bas, comment ton corps, il l'appréhende, ça? Comment tu le vis? Bah, en fait, au début, ton horloge interne, elle a ses habitudes. Ouais. En fait, tu sais à quel moment t'as faim. Moi, je sais qu'à 19h30, mon estomac il commence à garouiller, tu vois. Donc, je sais que là, je vais avoir faim, qu'on doit s'approcher de cette heure-là. Donc, en fait, ton horloge biologique, elle a ses habitudes. Et en fait, plus tu restes longtemps, plus cette horloge biologique, elle est perdue. Et c'est à toi, normalement, et c'est ça que je conseille, c'est sûrement comme font les astronautes, c'est de recréer toi-même un cycle quand tu es en dessous. Et tu n'es plus au cycle de la lumière. Tu es au cycle que toi, tu t'es créé. Mon réveil, c'est telle heure, je fais ça à telle heure, je fais du sport, je mange, etc. Et tu t'écoutes. Si tu as faim, t'en fous qu'il soit 10h du matin alors que tu crois qu'il est 19h30. Tu prends ton petit-déj. Bien Tu sûr. sais pas, mais tu manges Ouais, une c'est pizza, tu es censé Ouais. manger. Donc en fait, tu te régules, je pense, comme ça. Et effectivement, c'est des univers dans lesquels ouais, t'es chamboulé parce que t'as pas tes cycles naturels. C'est génial. Et du coup, après le désert, Et du coup, après là, le désert... là, tu changes totalement d'ambiance et d'environnement. Là, C'est tu pars seul exactement dans le ça. désert. Alors, en fait, d'origine, j'étais censé partir seul dans le Ok. désert. Et donc, je me dis, bon, bah, déjà, je vais aller dans un désert que je trouve tranquille. Donc, je vais dans le désert marocain. Je repère mon tracé, je repère des gars qui avaient déjà fait quelques tracés, dont ce tracé-là, un aventurier qui était déjà passé, qui a fait ses lettres de noblesse dans les explorations désertiques. Donc, je prends des exemples et je vais repérer le terrain moi-même. Et je me dis... bon bah voilà, c'est cool, je suis préparé, je peux y aller, tu vois. J'ai mes sponsors, mes trucs, je suis censé faire 130 km dans le désert.
Et en fait, j'ai un pote qui s'appelle Instinct Sauvage sur les réseaux. C'est un jeune aventurier en fait, que j'avais rencontré via les sponsors, et puis je voulais soutenir sur ces trucs aussi. Et en fait, il passe à la maison. Moi, j'ai pas pu m'empêcher. Je lui montre en fait la carte de ce que je veux faire, le tracé. Et là, il me regarde dans les yeux. Il a des étoiles qui pétillent comme ça. Il fait c'est génial, c'est trop stylé. Et moi, inconsciemment, je lui dis tu veux venir? Et il me regarde comme ça. Il fait comment ça, je peux venir? Et je dis écoute, j'appelle les sponsors et je regarde si on peut pas mettre un deuxième mec. C'est génial, incroyable. Et on y va ensemble. De toute façon, c'est des repérages. Au final, ces repérages de 130 km, c'est devenu une traversée du désert, comme si ça avait été planifié, mais en duo, en fait, au final. Parce que il était créateur aussi, moi j'étais créateur, donc en fait, là où je voulais faire pas trop d'images pour faire des repérages, pour rester justement potentiellement plus longtemps après, ou même faire des plus grandes traversées, c'est devenu ma première traversée désertique sur 130 km. On a traversé ça en une dizaine de jours, en faisant des bonnes pauses, en chillant, en regardant les étoiles. Voilà quoi. C'est ouf. Tu vois, quand je prends tout ton parcours, il y a beaucoup de choses. Tu penses que c'est quoi la chose la plus folle que tu as pu faire? Parce que tu as quand même fait pas mal de choses. On n'a pas parlé aussi, mais tu as fait un tournage pour Assassin's Creed à l'époque. Exact, ouais. Bon, tu vois, forcément, dans le podcast, je dois prendre un parti pris parce que sinon on serait là pendant 10 heures, tu vois. Mais voilà, dans tout ce que tu as fait, c'est quoi la chose que tu penses que tu vas retenir toute ta vie? Je pense que c'est le moment où j'ai pris conscience que j'avais une réelle incidence sur les choses et sur les gens. On a parlé de mes compétitions de Red Bull. Ouais. La première fois que je suis devenu champion de Red Bull, c'était à Tampa, en Floride. Donc, je suis allé dans cette ville, j'ai fait ma compétition, je l'ai gagnée. Et là, dans le public, en fait, t'avais un peu de tout, tu vois, t'avais les meufs qui étaient là, elles faisaient signer au-dessus des machins, des trucs. T'étais dans l'engouement un peu rockstar du truc. Et même si je me prends un peu au jeu, je signe les autographes, je smile, je fais des photos avec les meufs et tout, les gars, je serre des mains, je suis content d'être valorisé. Il y a un mec qui vient me voir il est vraiment énorme, tu vois, il est vraiment obèse, il est petit, il est pas très beau, etc. Il vient me voir, il me fait comment t'en es arrivé là? Et là, je bloque. Ouais, ce que j'allais dire, là, tu dois bloquer, c'est sûr. Et je lui dis, en fait, j'ai pris mon courage et je me suis dit que j'allais pas laisser les autres réussir. Fallait que moi aussi j'y arrive. Et en fait, je me suis entraîné dur et je lui dis, le truc, c'est que la réussite, il n'y a pas de secret. Tout le monde la veut et tout le monde a la clé de la porte. Il faut juste taffer dur et il faut se battre contre le monde entier. Et en fait, quelques années plus tard, je reviens à Tampa en Floride. Et là, sur cette même place, il y a un mec qui m'aborde, il arrive dans mon dos. Déjà, moi, je sens un truc, tu vois, massif qui m'arrive dans le dos. Et là, je me retourne, je vois un mec qui fait 2 mètres d'eau sur 2 mètres de large, des sclemus énormes, tu vois, une tête vraiment, j'avais l'impression qu'il allait attraper ma tête, il allait la broyer comme ça. Et là, il se baisse un peu, je suis pas très grand, tu vois, je fais 1m71, il se baisse un peu, et il me dit, Johan, et il me dit, je te remercie. Là, je replace pas, je me demande qui c'est ce mec et tout, et il me raconte, il me dit, c'est moi le gamin, en fait, que t'as vu là, qui était un peu obèse et tout. Il me dit, maintenant, je suis le plus gros, le plus respecté des videurs de boîtes de nuit de Floride. J'ai une femme magnifique, j'ai des enfants, tu vois, et je gagne bien ma vie. Et il me dit, tout ça, c'est grâce à toi. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me marquera à vie. Parce qu'au final, le être fort pour être utile, là, il l'était. Et c'est pas quelque chose que tu demandes, que tu attends de recevoir. C'est quelque chose que tu offres parce que tu t'es donné la force de le faire. Et le fait d'avoir ce retour-là, t'es pas prêt, en fait. Donc ça te marque à vie, c'est comme une cicatrice, un tatouage, tu vois, quelque chose c'est du fer rouge. Et là, d'un coup, effectivement, ce symbole de réussite que j'étais, je l'ai relativisé. Et je me suis dit, c'est pas moi le symbole de réussite, c'est ce genre de personne. Parce que moi, je suis en train de faire le kéké à sauter sur des murs pour Red Bull, là. Mais ces mecs-là, ça se trouve, ils ont dû se battre, se prendre des coups de couteau, tu vois. Ils ont dû faire face à des femmes, les draguer, apprendre à être des hommes gentils, à se mettre contre tout, tu vois, un petit peu. C'est ça le courage. Et donc c'est là que je me suis dit, ça me marquera à vie, ouais. C'est magnifique. Et c'est pas le plus gros saut de ma vie que j'ai fait qui va me marquer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ta réponse, je m'y attendais un peu par rapport à ce qu'on dit depuis le début. Est-ce que tu dirais que ta mission sur Terre, tu l'as accomplie ou pas encore? Je dirais que j'ai remarqué que, et les autres m'ont fait remarquer aussi, que j'avais syndrome du super-héros. Alors, le syndrome du super-héros, c'est la personne qui croit qu'il peut sauver le monde. Tu vois, tu veux sauver tel, je veux sauver tout le monde. Ça y est, je suis fort. Sauver le monde. Le problème, c'est que il y a tellement de lâcheté dans ce monde que c'est vraiment... Là, je suis
comme je le disais, j'en parlais avec un aventurier qui est passé à la maison, qui est un mec incroyable, qui s'appelle Claude Caz. Et je lui dis, nous, en fait, on est des paratonnerres. On est là pour prendre la foudre. Mais s'il n'y a qu'un paratonnerre dans toute la ville de Paris, bah, il ne survivra pas, tu vois. Et je me dis, c'est que des combats comme ça. Et je me dis, l'idée, c'est de s'entourer des gens qui sont comme ça, aussi des paratonnerres, tu vois, des gens, soit des hommes ou des femmes qui prennent la foudre pour les autres. Et ouais, je pense que ça m'a un peu déçu parce qu'il m'est arrivé plusieurs choses. Tu sais, le parcours, ça m'a apporté des trucs tout simples. Tu sais, quand tu es dans le métro, que tu as une maman qui est là, qui part un peu en couille parce qu'elle veut rentrer vite dans le trône avec son bébé, te presse pas parce qu'au final, les portes, elles se referment. Donc, en fait, il faut avoir des réflexes. Les gens qui sont là, il faudrait qu'ils tiennent les portes pour pas que la poussette reste coincée ou genre juste l'aider à descendre les escaliers ou aider en cas de besoin, tu vois. Et bien, il n'y a personne qui a des réflexes à la seconde. Et ça, c'est un truc que moi, je fais tout le temps. J'ai des réflexes automatiques, même quand je regarde pas une scène. J'ai une vision 360 et je fais des actions, mon corps réagit automatiquement, tu vois, pour aider les gens. Ce qui fait que je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas de temps de réaction. Même là, tu te rappelles, à Paris, il s'est mis à grêler des grelons de la taille de battes de balles de baseball comme ça. Là. Moi, je vais à mon Carrefour. Tu dis, ma vie, il n'y a que des trucs de film, frère. Je vais à mon Carrefour, je vais acheter ma petite baguette de pain, mon petit morceau de jambon, mes trucs et tout. Et là, je vois que dehors, il commence à pleuvoir. Alors, il y avait 2-3 SDF qui étaient là, plantés devant le truc de temps en temps, dont une petite meuf avec son berger allemand et tout, là, qui était adorable. Et puis, et il se met vraiment, je vois que ça se met à grêler dehors. Et là, moi, je suis en t-shirt, tu vois, je suis un petit truc tranquille. Et je vois vraiment ça commence à taper fort, tu vois. Et là, je vois cette meuf qui arrive pas à se protéger, qui commence à se prendre des grêlons dans la gueule, les gens viennent se planquer tous à l'intérieur du magasin. Et je me dis, c'est pas possible, faut que je l'aide, tu vois. En plus, son pauvre chien, il avait des yeux, même lui, il était en panique, il avait peur. Quand tu lis dans le regard d'un animal qu'il a peur, tu le vois, ouais. Moi, il faut que j'intervienne. Donc, en fait, je fais barrage de mon corps, je fais encore le paratonnerre. Et là, pendant ces 15 minutes où je prends la foudre et des grêlons comme ça, où je tourne ma casquette, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y en ait un qui me tape la nuque, tu vois. Sinon, je me fracasse le crâne. Bah, je protège avec mon dos, je me prends les coups de fouet. Et là, dans ce carrefour-là, dans ce truc, personne qui bouge. Le vigile, les caissiers, les caissières à qui je dis bonjour tous les jours, avec qui je suis adorable, à qui je dis je veux aider, etc. T'en as pas un seul qui réagit. Les gens à l'intérieur, t'as personne qui réagit. À un moment, ils ouvrent un peu la porte, les trucs comme ça, parce que je commence à gueuler dehors en leur disant file-moi un parapluie, je l'achète, tu vois. Et là, automatiquement, heureusement, il y a une caissière qui a eu automatiquement le truc, elle a sorti un parapluie, elle me l'a donné. Donc là, j'ai pris le bouclier, je me suis mis comme ça, et là, j'ai attendu que la foudre finisse de passer. Quand je suis rentré dans le magasin, tout le monde était silencieux, me regardait comme ça. J'ai pris ma carte bleue, j'ai payé le parapluie, j'ai regardé le vigile, je lui ai fait quand il y a des gens qui sont en danger comme ça, il faut que tu réagisses, tu vois. Je veux dire, même si tu la protèges pas, elle protège-moi au moins moi, en fait. C'est la force du groupe, ou fais-la rentrer. Et il me disait, ouais, mais elle a volé, elle voulait pas rentrer, parce qu'il me dit, ils m'interdisent de rentrer parce que j'ai volé dans le truc. Elle fait les SDF, faut qu'elle mange aussi, tu vois, le vol fait partie du truc. C'est de la survie à ce niveau-là. Mais quand quelqu'un est en danger, t'en as rien à foutre qui t'ait volé un sandwich dans ton putain de magasin, frérot. Et donc là, je paye mon truc, et là, t'as les gens qui disent rien, et t'as les caissiers qui sont là, lui, c'est un bonhomme, tu vois, il chauffe comme ça, il dit, c'est un bonhomme. Et vous étiez où pendant que moi je faisais le bonhomme, tu vois. C'est toujours comme ça. Et c'est la force du groupe, c'est notre société. Quand on est en groupe, on est fort. Tu vois, on sait se protéger quand il y a des prédateurs. Même les petites biches, là, elles se mettent ensemble. T'en as qui font le guet, t'en as qui dorment. T'as même les buffles qui viennent avec elles, qui font le guet avec les petites biches. Il n'y a même pas de petites biches à Paris. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc là, tu te rends compte que t'es qu'un paratonnerre. Donc ce syndrome du super-héros, il est dur à tenir parce que je n'ai pas les épaules pour ça. Parce que c'est pas un truc que tu portes seul. C'est pour ça que je respecte les pompiers de Paris, comme je te l'ai dit. Au moins, ils ont des équipes d'intervention spécialisées dans le sauvetage de gens, tu vois. C'est pas genre un glitch, d'un coup, il y a un mec, il faut qu'il grimpe une façade, tu vois, pour aller sauver une gamine qui est pendue, quoi. Faut que ce soit des automatismes. Et ça, on l'a oublié, d'être fort pour être utile. On est être fort maintenant pour être des rockstars. Ouais, on est fort et ça, pour c'est soi, valable dans le parcours, même à l'heure actuelle. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage, mais ce que tu as dit, c'est une belle leçon de vie. Et moi, je le vois, même, tu as plein de trucs, comme je te dis, un truc tout con. Une pauvre dame qui avec sa poussette, qui va prendre le métro. Là, je vais passer à côté, la meuf, elle est en galère. Bah, moi, je l'aide. Apportez-moi une poussette, tu vois. Ouais, exact. Ouais. Je suis un mec civilisé. Et le problème, c'est que les gens sont de plus en plus individualistes. Et je te jure que moi, faire ce podcast, pourquoi j'aime bien le faire aussi,
Parce que justement, là, on échange, il n'y a même pas de téléphone. Tu vois, mon téléphone, en vrai, je m'en fous. Depuis tout à l'heure, je ne suis même pas dessus. Mais tu vois, on échange et c'est sincère. Tu vois, on a un vrai échange, tu vois. Il n'y a rien qui pourra nous couper. Donc, merci pour ça. Et dernière question pour qu'on finisse sur ce podcast qui est magnifique. Est-ce que tu aurais encore un rêve ou quelque chose que tu n'as pas atteint et que tu aurais envie de faire? Ce serait quoi ta prochaine aventure, par exemple? Je dirais que la plus grande de mes aventures, ou la plus grande de mes réussites, ça va être de finir comme j'ai commencé, avec du courage. Je dirais que la vraie finalité de toute ta vie, c'est quand tu es face aux derniers instants. Je suis pas le genre qui va regarder une salle blanche, insipide, dans laquelle je vais perdre mes valeurs et ma dignité. Je suis quelqu'un qui va prouver au monde que, effectivement, je serai toujours présent et je serai toujours fort, de façon à ce que quand les gens, s'ils ont envie de regarder mon histoire, ils verront un mec qui est debout. Ils vont pas un mec qui est à genoux. Toujours se relever. Je fais face souvent aux gens qui me disent est-ce que tu n'as pas peur du risque, ton échange avec la mort, etc. Je dis mais moi je meurs tous les jours. Et je me renouvelle tous les jours. Donc quand j'arriverai face à la mort au moment où il faudra, écoute, elle fera son taf. Mais moi je serai debout quand ça se passera. Je ne serai pas en train de laisser le monde me prendre mon argent pour me dire comment je dois réussir en fait. La réussite, c'est toi qui dois te la dire. Même si tes potes, ils sont là, ils peuvent rien faire face à ça. C'est à toi d'être fier de ce que tu as fait et que tu as accompli. Et franchement, comme tout le monde, je suis loin d'être parfait. Et j'ai beaucoup de défauts et j'ai encore beaucoup de choses à rattraper, tu vois. J'ai des cicatrices qu'il faut que je répare, pas que chez moi, chez d'autres gens aussi. Donc, il faut que je fasse le double, le triple du travail, tu vois, dans la positivité des choses que j'engage. Et écoute, ouais, je vais continuer à jouer le paratonnerre et prendre la foudre. Magnifique. Écoute, merci pour l'échange, c'était génial. C'est un grand plaisir. Franchement, j'ai adoré. On a parlé du parcours, on a parlé de ta vie actuelle, mais t'as quand même donné beaucoup de leçons de vie, tu vois. C'est ce que j'aime aussi, tu vois, avec les personnes qui ont vécu des choses, qui ont une grosse expérience. Parce que, après, tout le monde, de toute façon, a des choses à transmettre. Mais en tout cas, merci pour ça. Rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? T'es sur TikTok, t'es sur YouTube, t'as différentes chaînes, t'es sur Instagram, t'as une caméra, si tu es ici, tu peux tout balancer. Avec plaisir. Écoutez, c'est un plaisir. Si un univers comme ça vous intéresse, ou plusieurs de ces univers, justement, je suis un peu polyvalent, vous pouvez me retrouver très facilement avec Yoann Leroux. Voilà, vous cherchez parcours, aventure, vous avez une DA pour chaque truc sur TikTok, Instagram et Facebook, YouTube. En ce moment, je suis sur une dynamique où plutôt je ne vais pas vraiment faire attention aux gens qui viennent. C'est si vous venez et que ça vous intéresse, faites-vous un gros kiff. Et puis si vous restez, il y aura des nouvelles aventures. Voilà. Je ne suis plus dans la recherche d'atteindre le sommet comme un vieux tigre tout seul. Donc on va l'atteindre ensemble, puis ce sera notre montagne à nous. Elle est belle cette métaphore, j'ai beaucoup aimé. Merci en tout cas d'être venu dans le podcast. Merci à vous aussi qui écoutez le podcast. C'est grâce à vous qu'on peut avoir des personnes comme Yoann aujourd'hui. Donc on vous remercie infiniment. Et une fois de plus, je le répète, mais il y a un an, j'étais dans ma chambre, tout seul, à faire des podcasts avec mon PC. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'entoure. On a des studios magnifiques. Donc tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce aussi à notre partenaire Giftasso, qui me permet aussi d'avoir ces locaux magnifiques. Donc voilà, abonnez-vous à Yoann, n'hésitez pas à vous abonner aussi à nous, mettez des commentaires, partagez. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme. Donc une fois de plus, je vous remercie. Et nous, on se voit lundi prochain pour un nouvel épisode. C'était Yoann et Quentin. Ciao, ciao.